Et un de plus, un nouveau Codeco avec son lot de mesures plus ou moins appréciées. On va se demander aujourd'hui quelle est l'adhésion aux mesures sanitaires. Est-ce qu'elles sont encore réellement appliquées? Et de bon cœur, faut-il s'y prendre autrement pour décider qu'un secteur ou des personnes doivent s'adapter? Peut-on contester le vaccin ou le Covid Safety Kit sans être taxé de complotisme? Bienvenue sur le plateau de Versus. Quatre invités qui suivent ces questions de près. Inge Neven, bonjour. Vous êtes responsable Covid pour la COCOM, la Commission communautaire commune. Pascaline Van Oost, bonjour. Vous êtes chercheuse en psychologie sociale pour l'ULB et l'UC Louvain. Vous travaillez sur le baromètre de la motivation. Yves Copiters, bonjour. Professeur à l'École de santé publique et de l'Université libre de Bruxelles. Et puis parce que c'est aussi une gestion entre les mains du politique, John Pitsays, bonjour. Vous êtes le chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. Peut-être pour vous, Madame Van Oost, la première question, des mois, des années de crise, dirait-on, est-ce qu'il y a encore une vraie adhésion à ces mesures Covid? Elles ont été très strictes, elles l'ont été un peu moins. Vous avez vu une évolution au fil du temps, c'est l'objet de votre travail quotidien. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de fatigue qui s'installe déjà depuis plusieurs mois. On voit aussi l'incertitude qui augmente depuis quelques semaines. Je pense que c'est parce qu'il manque un plan cohérent pour les mois à venir. Les gens ne savent pas ce qui va se passer en termes de mesures. C'est pas très clair pour eux. Alors, malgré ça, il y a une forme de motivation volontaire à respecter les mesures qui reste présente, qui se stabilise, en tout cas chez les personnes vaccinées depuis l'été, et qui augmente aussi légèrement chez les personnes non vaccinées, même si on voit de grosses disparités à nouveau entre non-vaccinés et vaccinés, avec les vaccinés qui, en fait, depuis le début de la pandémie, respectent davantage les mesures, bien que les personnes non vaccinées soient plus à risque, justement. Madame Neven, vous voyez, vous qui suivez cette situation au niveau bruxellois notamment, une évolution aussi dans les chiffres qui suit la motivation, entre guillemets. Est-ce que, pour faire simple, quand les gens appliquent strictement les mesures, les hôpitaux se vident, ou bien c'est pas si simple? Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je pense qu'il y a toujours des choses à nuancer et qu'il y a évidemment, quand on voit qu'il y a aussi dans son environnement des gens qui sont hospitalisés, etc., que les gens ont aussi plus tendance de nouveau d'adhérer. Je pense aussi que c'est les proches qui font aussi que quelqu'un va adhérer ou pas adhérer. Donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent, je pense, pour dire voilà, est-ce qu'on veut adhérer oui ou non. Je pense également que, comme Madame l'a dit, c'est très important qu'on continue à respecter certaines mesures. On est aujourd'hui à Bruxelles dans une situation qui n'est pas bonne, mais où on est resté plus ou moins au même niveau depuis des semaines maintenant, où aussi les règles ont été les mêmes pendant des semaines et des mois déjà. Et je pense que ça aide un peu, contrairement peut-être à la Flandre et la Wallonie, où on a un peu plus bougé les règles, etc., que certainement aussi, on commence aussi à se poser la question, mais c'est quoi maintenant que je dois faire? Et alors que ça n'aide pas justement, et que là, on voit aussi plus d'infections. On va vous entendre, messieurs, dans un instant, mais Madame Van Oost, cette différence d'appréciation, de motivation par rapport au respect des règles, on la sent différente d'une région à l'autre. Et comment sont les Bruxellois? Ils sont plutôt bons élèves par rapport à leurs compatriotes flamands et wallons? Je dirais pas qu'ils sont franchement bons élèves, non. D'ailleurs, on le voit aussi sur la vaccination, il y a des grosses différences. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. On a parlé ici de la motivation, il y a aussi la perception du risque, qui n'est pas la même chez tout le monde. Et lorsqu'on perçoit moins de risques, eh bien forcément, on a moins envie de respecter les mesures. Effectivement, le fait aussi que les mesures ne soient pas forcément claires pour tout un chacun fait que, eh bien, si on ne perçoit pas de cohérence dans les mesures, on a moins envie de les respecter. Parce qu'alors, on se dit, c'est pas très clair. Au final, du coup, on se fie à sa propre envie, à sa propre impression, et donc finalement on ne porte pas le masque ou on ne se lave pas les mains. Yves Copiters, vous avez commenté ces mesures qui sont apparues, parfois en direct, en les découvrant sur les plateaux télé. Merci d'ailleurs, parce que c'est souvent d'un grand secours pour les médias. On n'est pas médecins, nous. Vous l'avez senti, vous, qui êtes devenu un des visages aussi de cette épidémie, malgré vous, presque, qu'il y a par moments, comme le disait Mme Van Oost, une forme de lassitude, de fatigue. On a quelque chose à répondre aux gens qui disent, mais écoutez, moi, ça fait des mois que je mets ce masque, voilà. Oui, bien sûr, il faut comprendre les déterminants de l'adhésion. Les déterminants de l'adhésion, c'est d'abord une bonne compréhension de la situation. Il faut que chacun comprenne dans quelle situation sanitaire on se retrouve. Et puis, bien sûr, il faut aussi une cohérence des mesures pour que chacun puisse être capable de les appliquer. On n'a pas été assez cohérent depuis le début, avec trop d'évolution. C'est votre avis, vous, de professeur? C'est à moitié mon avis, parce que rappelez-vous, l'année passée, on était à la fin de la deuxième vague. On a changé de pilotage de la crise, vous vous souvenez, au niveau du gouvernement. Et alors, on a maintenu dans le temps des mesures assez fortes, même proportionnellement assez fortes par rapport à d'autres pays européens,
vaccin. On a maintenu ces mesures jusqu'au mois de mai-juin, lorsque la vaccination a pris son envol. Et franchement, il y a eu une bonne adhésion pendant plusieurs mois, alors que vraiment l'épidémie était quand même fortement sous contrôle. Donc on voit quand même qu'une continuité des mesures, comme vous l'avez dit, avec une explication et une cohérence, sans retour systématiquement en arrière, est favorable à une adhésion, puisque les gens alors comprennent la nécessité d'adhérer aux gestes, etc. Alors, il y a une piste qui est évoquée, elle fait débat politiquement, c'est l'obligation vaccinale. C'est quelque chose de crédible, John Pinsey, c'est défendable politiquement, vous le feriez, on entendrait Yves Copiters là-dessus. On est sur Versus, on peut ne pas être d'accord, mais qu'en pensez-vous, vous ? De quoi ? De l'obligation vaccinale ? Oui, pour les uns, pour les autres. Moi, ce que je pense, c'est que la meilleure des choses avant de prendre une décision, c'est d'essayer de l'objectiver le plus possible. Donc, il y a plein de débats sur l'obligation vaccinale. Des débats en termes de droit du travail, en termes de protection sanitaire, en termes de cohésion sociale, en termes de beaucoup de choses. Je crois qu'une bonne chose, c'est d'abord d'étudier. On sait que même si on devait se déclarer en faveur de l'obligation vaccinale, la mise en œuvre de cette obligation surviendrait dans le meilleur des cas dans quelques mois. Eh bien, je crois que dans ce cas, la meilleure des choses, c'est de prendre ces quelques mois pour essayer de voir le pour, le contre et d'avoir la décision la plus informée possible pour pouvoir, et je reviens à une chose importante que vous disiez, pour pouvoir aussi l'expliquer de la manière la plus claire et la plus cohérente possible. Mais est-ce que c'est cohérent de dire aux gens, vous avez le droit de refuser un vaccin, mais en même temps, vous ne pourrez pas forcément aller à tel endroit, avoir tel type d'activité. Et puis on voit que ça n'a pas de limite. Prenons l'exemple de l'Autriche, où les non-vaccinés sont priés de rester chez eux. Juste ça. Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que c'est tenable dans le temps ? Puis après, on entendra Yves Copiters là-dessus. Parole libre sur le sujet aussi, mais vous, John Pinsey ? Moi, je pense qu'une solution comme, entre guillemets, à l'autrichienne, qui est grosso modo les personnes qui ne sont pas vaccinées sont confinées. Je ne sais pas si elle sera efficace. En tout cas, je pense qu'elle sera perçue comme injuste. Je crois qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui se posent à bon droit ou à mauvais droit des questions sur le Covid Safety Kit ou le Corona Pass, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Je crois que ces questions deviendront encore plus importantes et encore plus critiques si on radicalise en fait l'usage de ce Corona Pass et qu'en fait on le transforme en sorte d'obligation vaccinale déguisée. De nouveau, quand on prend une décision, je crois qu'une bonne chose, c'est d'expliquer clairement quels sont les objectifs de cette décision. Yves Copiters, obliger tout ou partie de la population à se vacciner, ça vous inspire quoi ? Vous prenez votre respiration ? Je sais que c'est un sujet de débat en tant que tel. Mais oui, et parce que la réponse n'est pas binaire. C'est pas je suis pour ou contre. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir proportionnellement à la situation du moment, est-ce qu'il faut le faire ? Alors, il faudrait le faire chez les plus de 80 ans, chez les personnes à risque, ceux qui risquent d'encombrer les hôpitaux actuellement. Oui, il faut continuer cette vaccination. Il faut favoriser la 3e dose. Ça passe par une obligation vaccinale ou pas. Ça, c'est un choix politique. Maintenant, sur le personnel soignant, là, c'est plus compliqué. Sur un plan scientifique et éthique, c'est tout à fait défendable. Sur un plan très pratique, c'est compliqué parce qu'on a peur, bien sûr, de déstructurer le système de santé et que ces personnes non vaccinées, 10, 12, 15%, quittent le système et bien sûr ne soient plus des ressources humaines pour soigner et pour prendre en charge les patients. Donc il faut faire attention quand même toujours à l'effet contre-productif que pourrait avoir une mesure. Maintenant, si on se place dans la population, non, il ne faut pas bien sûr d'obligation vaccinale. Il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à faire de l'éducation et peut-être attendre des vaccins beaucoup plus efficaces. Sur les transmissions, je ne parle pas bien sûr sur les formes graves, sur les transmissions, il y aura des vaccins de 2e génération, de 3e génération. Quand on aura ce super outil, on aura un bon argument en disant, voilà, on a un outil, ça nous protège, et en plus, on est tout à fait sûr de sa qualité. Madame Neven, il y a encore beaucoup de recherches à mener sur les vaccins en tant que tels. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme type de vaccin qu'on n'a pas ? Sur quoi vous pensez que travaillent les chercheurs ? Je pense que justement, il y a maintenant, donc, on a encore 50%. Si on compare des personnes qui sont vaccinées avec des personnes qui ne sont pas vaccinées, on a 50% moins de chances de transférer le virus vis-à-vis quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc je pense que là, en effet, on peut encore s'améliorer. Mais si on regarde, et moi je trouve que déjà les vaccins sont très performants, si on compare par exemple les vaccins Covid avec les vaccins de grippe, etc., on voit quand même que les gens sont beaucoup mieux protégés. Donc on a 50% moins de chances de transférer le virus et on est quand même beaucoup plus protégé également. Donc on a 70% plus de chances de ne pas tester positif, 90% plus de chances de ne pas tomber vraiment très malade et d'être hospitalisé, et même 98% de ne pas être en soins intensifs. Et ça sont des chiffres, je trouve, quand même qu'il faut considérer et pour lesquels les gens doivent quand même se dire je me laisse quand même vacciner parce que je vois que chez les autres aussi, ça porte ses fruits et c'est aussi une manière de ne pas devoir prendre des mesures supplémentaires justement pour toute la population. Donc pour moi, on parle aussi un peu de la
solidarité dans la population. Mais est-ce que, Pascaline Van Oost, on s'est déjà posé la question de l'impact des mesures obligatoires? Quand il y a eu le premier confinement, on interdisait aux gens de sortir de chez eux, on les obligeait à télétravailler. Est-ce que si on rend le vaccin obligatoire, on risque d'avoir une espèce d'effet de rejet de certains? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? Ou au contraire, est-ce que ça pourrait augmenter l'adhésion parce que finalement, ce serait plus clair? C'est ce qu'on entend aussi parfois. À ce niveau-là, je rejoins un peu ce que M. Copiters a dit plus tôt, c'est que c'est important de ne pas avoir une réponse binaire. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Évidemment, un inconvénient majeur, c'est qu'obliger le vaccin risque, en tout cas pour certaines personnes, de générer un rejet, une forme de réactance, et donc peut-être aussi une méfiance dans le futur envers les institutions politiques et les institutions scientifiques. Alors c'est important de garder quand même une cohésion dans la société. Maintenant, évidemment, il faut prendre cette décision au regard de l'état actuel de la pandémie. Et donc, effectivement, si c'est la seule solution possible, je pense qu'il faut vraiment peser le coût-bénéfice. Il n'y a pas de réponse facile. On a déjà connu des crises qui sont comparables. Au début, en France, le président Emmanuel Macron disait « nous sommes en guerre ». Alors certains se souvenaient de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on a dans l'histoire, et vous qui travaillez sur la psychologie sociale, des crises similaires en termes d'impact sur la population auxquelles nos téléspectateurs peuvent peut-être se raccrocher pour comparer ce qu'on vit aujourd'hui? Wow, là, vous me posez c'est une question piège. Oui, j'ai pas quelqu'un d'autre aurait une idée, John Pitchase? D'abord, quand on rentre dans ce genre de crise, il y a en effet, si pas une atmosphère de guerre, en tout cas une atmosphère de gestion de la nécessité. Alors, en fait, moi je crois que c'est normal et c'est une bonne chose qu'après 18 mois, après 20 mois, peut-être après 24 mois, il y ait des désaccords qui s'expriment dans une société. Ça veut dire qu'on rentre de nouveau dans un débat politique où on n'est pas dans de la gestion de l'urgence, mais où des personnes expriment leurs différentes préférences. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose que des citoyens disent « mais je ne suis pas d'accord, je demande des explications, je demande des comptes ». Ce qui est par contre important, c'est que les citoyens puissent avoir l'impression que les décisions sont prises de manière légitime et qu'elles sont appliquées de manière efficace. C'est surtout ça. Moi, il y a beaucoup de décisions avec lesquelles je ne suis pas absolument d'accord, mais si j'accepte de faire confiance dans le système, le système démocratique, le fonctionnement des administrations, une expertise vérifiée scientifiquement, etc., alors j'accepte de suivre le bain. Dans ce cadre, il y a une deuxième chose, c'est qu'on a tendance, dans le cas de crise, à vouloir à tout prix imaginer ces crises comme étant capables d'être gérées de manière absolument cohérente. Alors on dit, mais cette crise n'a pas été gérée de manière cohérente. Mais je m'adresse entre autres à Mme Neven, à M. Copiters. Revenons 20 mois en avant. On a appris en marchant. Il y a plein de choses que les administrations, que les gouvernements, que les experts ne savaient pas il y a 20 mois. Souvenons-nous qu'il y a 16 ou 18 mois, on se demandait encore, j'ai un masque là, on se demandait encore s'il fallait ou pas porter un masque. Aujourd'hui, tout le monde estime que c'est évident pour de bonnes raisons qu'il faut porter un masque. Il faut porter un masque. Mais on apprend en marchant. Je me tourne vers les deux médecins qui sont là. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi tendance, dans cette crise, à contester des avis médicaux, des avis scientifiques qui, eux, sont objectivables? L'utilité d'une mesure sanitaire, c'est pas comme contester le mode de désignation des députés par un type de vote ou l'autre. Est-ce qu'on n'est pas aussi, quelque part, en ce moment, aujourd'hui, en train de contester des avis médicaux qui ne l'étaient peut-être pas il y a quelques années? Moi, j'ai jamais entendu des gens contester le vaccin contre la grippe, par exemple. Disons qu'on se rend compte, en tout cas le public se rend compte dans cette crise que la médecine et la santé publique n'est pas une science exacte. C'est une science évolutive dans laquelle il y a toute une série de paramètres qui jouent et que je ne peux pas vous dire ou garantir clairement les éléments du moment parce qu'il faut beaucoup plus de temps à la recherche, il faut beaucoup plus d'études qui confirment cette affirmation, etc. Et puis bien sûr, il y a aussi le contexte social et culturel qui influence aussi la qualité de la mesure ou même la qualité de la connaissance. Donc voilà, je pense qu'on s'est aussi rendu compte que le temps scientifique, c'était pas le temps de gestion d'une crise aiguë et le temps de la décision politique qui a tout le temps besoin de nouvelles informations pour influencer ces décisions. Or, ces nouvelles informations prennent du temps à être produites. Je vais prendre juste l'exemple des vaccins. Si on regarde un peu comment on a dû changer les politiques parce que des connaissances scientifiques changeaient, ce qui est très normal parce que c'était tous de nouvelles choses, c'est vrai que ça n'aide pas à avoir une bonne adhésion. Par exemple, les vaccins d'AstraZeneca, on a changé vraiment drastiquement son application. Et contrairement, les mouvements anti-vax, pour moi, ils ont toujours eu le même message qui a été le même tout le temps. Et évidemment, les gens qui ne veulent pas alors croire les messages de
scientifiques, ils ont plus, c'est plus évident, entre guillemets, de croire des messages qui restent tout le temps la même chose, c'est que ça va changer votre ADN, ça va impacter votre fertilité. C'est beaucoup plus simple à comprendre que de comprendre tous les vaccins et tout. Et là, je pense honnêtement aussi que, et c'est logique, tout est tellement médiatisé, parce que tout le monde, personne ne connaît le nom des 3 marques de vaccins de grippe, mais tout le monde connaît tous les noms des vaccins Covid. C'est logique parce qu'on est tellement impacté dans notre vie quotidienne de ça, mais d'autre côté, c'est vrai qu'il y a tellement de place maintenant pour avoir ces débats que parfois je me dis aussi, oui, peut-être, je comprends pourquoi, mais peut-être parfois ça serait mieux d'avoir moins d'informations et justement aussi moins d'informations contradictoires avec lesquelles alors les citoyens vont se demander, mais qu'est-ce que je dois encore croire maintenant? C'est possible d'être dans le doute encore aujourd'hui par rapport au vaccin sans être un anti-vax, un complotiste. Il y a encore des arguments, je dirais, recevables, audibles pour le doute, pour vous comme médecin? Je ne suis pas médecin pour commencer, mais c'est pas grave. Comme scientifique. Mais oui, c'est ça. Mais, donc, mais je pense qu'on a quand même aussi nos défis, bruxellois également, où on rencontre encore tous les jours des personnes qui n'ont pas encore reçu les bonnes informations. Et donc, on a discuté un peu de ça aussi avant. Il y a quand même encore une bonne partie de la population qui ne suit pas les médias nationaux et les canaux digitaux. Donc, on doit toujours trouver vraiment les bons moyens pour vraiment aller vers les gens. Et on a déployé toutes les actions décentralisées de la vaccination dans la région pour justement chaque fois avoir des médecins, des infirmiers qui peuvent encore répondre aux questions. Et on voit tous les jours encore des gens qui ont des questions, qui n'ont pas encore eu la réponse satisfaisante et que par la suite, quand ils ont reçu, qui vont quand même se faire vacciner. Donc je pense que malgré tout et tous les efforts qu'on a déjà menés depuis des mois, on voit quand même que c'est toujours nécessaire. Et je pense que là aussi, c'est parfois aussi une évolution des réflexions qu'on a et qu'on a aussi comme scientifique, que parfois aussi en débattant et tout, qu'on se change aussi un peu l'opinion. Et donc je pense que c'est la même chose pour chacun aussi dans sa propre vie. Alors, une piste qui est évoquée par certains pour augmenter l'adhésion aux mesures et mieux lutter contre l'épidémie, c'est de consulter les citoyens, comme on le fait dans les panels au Parlement bruxellois sur la 5G. Par exemple, le G1000, qui est un groupe d'intellectuels, se réunissait vendredi dernier. Et écoutez ce qui s'y est dit, on commente juste après. Nous avons un système politique où beaucoup de fois, maintes fois, il y a des querelles interminables entre des partis politiques, alors que les grands enjeux de notre temps ne soient pas abordés. Alors si on constate qu'il y en a toute une série de citoyens qui sont prêts à s'investir, à faire mieux, à aider, je pense qu'il y a une ressource très forte qu'il faut absolument inclure dans nos décisions. Pas tellement au niveau de convaincre, c'est plutôt d'essayer de venir avec des propositions de mesures qui soient plus adaptées à la vie des gens. C'est-à-dire que je pense que là, il y a vraiment un potentiel qui est sous-utilisé, c'est de se baser sur les expériences que tout un chacun peut avoir et des personnes qui sont informées aussi des contraintes qui existent et qui peuvent être informées par des avis d'experts et venir avec des mesures qui sont plus appropriées. Et si les mesures sont plus appropriées, c'est plus facile d'y adhérer et de maintenir une adhésion dans le temps. Et je pense que là, on aurait pu sans doute améliorer un certain nombre de choses. Yves Copiters, on a le temps maintenant, dans une épidémie, dans une pandémie mondiale, d'interroger des citoyens pour voir ce qu'ils sont prêts à faire. Oui, non, est-ce que ça aurait pu être déjà fait plus tôt, vous pensez? En tout cas, c'est capital de le démarrer, et si ce n'a pas encore été fait. C'est vrai que l'aspect participatif est un des déterminants de l'adhérence dans le temps. Et donc il faut absolument, maintenant que je pense qu'on a quand même compris, on a quand même beaucoup d'éléments de compréhension de cette épidémie, le virus, les moyens de prévention, le traitement, etc. Il y a moyen maintenant de mettre en place ces panels, je dirais, plus d'échanges et participatifs. Parce qu'en effet, comme vous l'avez dit dans votre reportage, beaucoup de personnes ont des expériences maintenant, après 20 mois. Ils ont des choses à raconter, ils ont des frustrations, et puis aussi, ils ont aussi des bonnes pratiques. Et ça serait quand même intéressant que ces éléments-là puissent influencer potentiellement la décision publique. Jean Pitzeis, concrètement, comment on ferait? On irait chercher des gens et on leur demanderait le week-end, comme on l'a fait sur la 5G, de venir débattre du confinement, du port du masque. Ils pourraient avoir un avis plus pertinent que celui d'un professeur d'épidémiologie Ici, l'idée n'est pas de confondre l'expertise et le jugement politique, mais en fait, c'est ce qu'on a fait. Ces dernières semaines, se sont réunies des commissions délibératives dont le thème était la démocratie en temps de crise. Donc début septembre, pendant plusieurs semaines, des citoyens tirés au sort ont discuté avec des parlementaires de la meilleure des manières pour continuer à faire vivre notre démocratie, alors qu'on vit peut-être une situation de crise sanitaire, mais peut-être d'autres crises à venir. Et on en a un petit peu parlé dans les médias des résultats de ces commissions délibératives. Elles font émerger deux sentiments que je trouve vraiment importants. Le premier,
c'est une volonté d'être impliqué dans les décisions. On dit parfois que les citoyens se désintéressent de la politique ou qu'ils se défient de la politique. Ici, il y a une volonté d'être associé aux décisions. Donc il y a une recommandation qui dit on veut créer un comité de citoyens qui suit démocratiquement les mesures de crise. On veut aussi mettre en place des consultations populaires pour avoir la possibilité, peut-être pas en temps de crise, mais en temps normal, avant ou après la crise, d'avoir davantage notre mot à dire. Et une deuxième chose, hyper importante, peut-être nouvelle, en tout cas notable, c'est la volonté des citoyens d'être impliqués dans la gestion de la crise. C'est quelque chose qui ressort du baromètre de la motivation, Madame Vanneau, ce côté, on a été coupé, les décisions ont été prises pour nous. Brièvement, vous pouvez conclure, hein, Monsieur Pitzaïs, mais je voudrais l'avis de la psychologue sociale là-dessus. Oui, concluez, Monsieur Pitzaïs. Je voulais quand même conclure je voulais peut-être juste conclure sur une chose, c'est que les citoyens disent, nous, on veut avoir des référents par quartier. Nous, on veut avoir des structures où on peut se porter volontaire. Nous, on veut qu'on nous donne une adresse pour qu'en situation de crise, on puisse non pas remplacer les autorités publiques, mais compléter l'action des autorités publiques. Nous, on veut avoir la possibilité d'être associés au niveau local à la gestion de la crise. Et donc, c'est pas seulement on veut participer pour avoir notre mot à dire, on veut participer parce qu'on veut tout simplement apporter quelque chose à la gestion de cette crise. Madame Vanneau, il y a cette notion-là qui ressort vraiment, ou bien on voit dans le baromètre de la motivation que non, finalement, c'est de nouveau, comme je le dis souvent, c'est plus complexe que ça. Alors, on n'a pas mesuré directement l'envie d'avoir plus de démocratie participative. Ce qu'on a mesuré, en tout cas, c'est la confiance dans les autorités, le gouvernement. Et c'est vrai qu'on voit que cette confiance ou cette méfiance, en fait, est liée à beaucoup de conséquences d'un point de vue comportemental, et notamment, à nouveau, la vaccination. Donc ça, ce sont des choses très importantes. Après, comme je dis, on n'a pas mesuré cette envie de démocratie participative, mais on voit que, en tout cas, dans ce que les citoyens parfois nous écrivent aussi, il y a une forme d'incompréhension de pourquoi est-ce que vous faites ça, vous savez déjà qu'on n'en peut plus, à quoi sert le schisme que certains évoquent, il pourrait durer au-delà de la crise sanitaire. Est-ce que si, dans quelques temps, mois ou années, on sort de cette crise, les gens qui aujourd'hui refusent le vaccin sont convaincus qu'on veut le leur imposer, que ce vaccin est mauvais, qu'il a été inventé pour leur nuire, est-ce qu'à un moment donné, ils peuvent le réaliser ou bien c'est le signe d'autre chose ? Ça, c'est difficile à dire. Je pense qu'il faut mener des études et ça sera fait très certainement à long terme pour voir comment est-ce que ça peut impacter la confiance dans le politique. Madame Neven. Oui, c'est ça. On a fait quelques études qualitatives plutôt. Et là, en effet, on voit que justement les gens qui sont déjà le plus déconnectés de la société et déjà avec moins de confiance, qu'évidemment que ça n'aide pas justement maintenant pour aussi se faire vacciner, etc. Donc je pense qu'en effet qu'il y a un fort lien entre les différents éléments. À côté de ça, et là je veux aussi compléter monsieur un peu, on a aussi installé justement les quartiers les plus pauvres ici à Bruxelles depuis plusieurs mois déjà, donc qu'on appelle des relais action locales, où justement il y a des personnes qui sont désignées pour aller discuter avec la population. Et ça fonctionne? Ça fait augmenter les taux de vaccination? Franchement, ça augmente, et c'est des gens qui mettent en relation en fait donc la population avec des services qui existent déjà, etc., et qui donnent l'information, qui remontent, qui ne fonctionnent pas, etc. Et on voit pas uniquement la vaccination, mais l'adhésion plus générale, je dirais. Il nous reste 1 minute. Je vais vous demander de manière très brève de répondre à une ultime question. Jingle. Revenons au cœur du débat. La discussion était riche. Si vraiment on veut une bonne adhésion aux mesures sanitaires, il faut absolument quoi? Allez, qui se lance à l'eau? Peut-être Monsieur Copiters? Expliquer la complexité de la situation actuellement pour qu'il y ait des mesures cohérentes. John Pitzaïs. Expliquer les objectifs poursuivis et s'adresser à tout le monde sur pied d'égalité. Madame Van Oost. Un plan cohérent avec un lien direct entre les chiffres et les mesures, pour que les individus comprennent qu'on est logique, on a un plan cohérent et on sait vers où on va. Madame Neven, le mot de la fin. Oui, des mesures qui peuvent vraiment garder dans la durée, avec justement une bonne explication scientifique derrière, que les gens comprennent et qui peuvent adhérer. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus. La semaine prochaine, comme chaque fois, un nouveau thème, de nouveaux invités et beaucoup de questions.